placé pour notre atelier donc sur la gestion des risques crédits et notamment l'assurance crédit. Donc, j'ai le grand plaisir de présenter nos intervenants. Donc, en fait, on est 4 en tout. Dont 3 femmes. Donc, 3 femmes et Philippe. Donc, côté assureur en présentiel, Frédéric Verneret-Allium, donc directrice commerciale et marketing d'Euler Hermès, un assureur donc crédit. À mes côtés, j'ai Philippe Puiventos, qui est directeur des crédits, caution et financement chez Duo CIACI. Voilà, ça a changé de nom. Et en Teams, que vous voyez, nous avons Mireille Turpin, donc, qui est la directrice des risques et assurances de SEVA. Donc, SEVA, c'est santé animale. Voilà, donc elle est ici, voilà. Et moi-même, donc je me présente, j'ai le plaisir de modérer l'atelier, c'est Hélène Stack-Petit. Donc, je suis le responsable assurance du groupe Nexence. Et j'ai la chance d'avoir sous mes responsabilités l'assurance crédit. Donc, j'ai rejoint Nexence en 2013. Et pour la petite histoire, en fait, quand j'ai été embauchée, on m'a dit, mon directeur a dit, OK, il y a donc toutes ces assurances-là et l'assurance crédit. Et moi, je voulais vraiment rentrer chez Nexence et je dis, mais je connais rien du tout en assurance crédit. Donc, je dis, je vais pas mentir parce que je connais vraiment rien du tout. Donc, je lui ai dit, bah, OK, moi, je connais rien. Et il m'a dit, non, c'est pas grave, je t'expliquerai, etc. Voilà, on va y arriver. Donc, voilà. Donc, après, c'était le premier appel d'offres que j'ai fait quand j'étais chez Nexence. Voilà. Alors, donc l'objectif de notre atelier, c'est plutôt une table ronde. Enfin, voilà, on n'a pas beaucoup de slides. Donc, je ne sais pas comment on va les dérouler. Philippe, tu gères. Mais c'est plutôt, en fait, une discussion et des explications sur les fondamentaux, en fait, de cette assurance, son objectif et son fonctionnement. Et surtout, en fait, est-ce que le fait d'avoir une assurance crédit aussi transfère la responsabilité de la gestion des risques à l'assureur, ou quel est le rôle, en fait, de l'assuré, donc de risk management, dans la gestion du risque crédit? J'ai préparé quelques questions, mais en fait, surtout, c'est un atelier pour vous. Donc, j'ai envie de dire, on est en petit comité. N'hésitez pas, si vous avez une question aussi, d'intervenir. Voilà, levez la main. Donc, globalement, on l'a organisé autour de 3 grands thèmes. Le fonctionnement de l'assurance crédit. Après, le volet 2, c'est prévention, gestion des risques et transferts. Et puis après, un petit peu l'évolution et comment on peut anticiper, s'adapter, enfin, voilà, l'évolution de cette assurance dans le futur. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Frédéric, ma première question, c'est pour toi dans un premier temps. Et après, on va demander aussi à Mireille d'intervenir. Donc, en commençant par le commencement, qu'est-ce que c'est l'assurance crédit? Et si tu peux planter le décor, j'aimerais bien donc avoir ton avis, puisque en tant qu'assureur, tu es à l'origine quand même de l'offre de ce produit, et je pense que tu vas nous rappeler un petit peu l'historique et nous préciser les grands fondamentaux de cette assurance, s'il te plaît. Alors, avec plaisir. Alors, l'assurance crédit, contrairement à un certain nombre d'assurances que les risques managers ont à gérer, n'est pas une assurance obligatoire. Et l'assurance crédit n'est pas utile sur tout type d'activité. Notamment, l'assurance crédit n'a de sens que dans le B2B, puisque c'est gérer un risque de crédit et que normalement, dans le B2C, il n'y a pas, même si on le voit de plus en plus, la notion de crédit. Pourquoi est-ce que l'assurance crédit est née? Elle est née au sortir de la guerre, notamment en France et dans un certain nombre de pays européens. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ça s'est développé, le développement a suivi le développement économique et l'industrialisation et après la désindustrialisation des pays européens. C'est pour ça que le service prend une part de plus en plus importante. C'est très lié à l'économie française et à l'économie de chaque pays. Là, je parle un peu de la France, mais c'est très, très lié. Il y a une corrélation très forte au PIB de chacun des pays. C'est pour ça que la notion d'évolution macroéconomique, d'évolution politique est extrêmement importante.
Donc avec la notion de solvabilité des entreprises, on a aussi la solvabilité des pays qui est extrêmement importante à suivre. Et pourquoi on a cette assurance crédit? Parce qu'il y a toute une partie de ce qu'on appelle le crédit interentreprise qui n'est pas ou peu couvert par les banques. Et le fait qu'une entreprise fasse crédit à une autre génère un risque de non-paiement qui peut aller jusqu'à la défaillance complète. Et cette défaillance complète entraîne un choc dans la chaîne entre une entreprise, son fournisseur, ses partenaires, ses clients potentiels, ses banquiers. Ce qui fait qu'à peu près aujourd'hui en Europe, on estime qu'une défaillance sur 4 en Europe est liée à un impayé. Donc le supplément additionnel à faire de chiffre d'affaires à aller chercher face à un impayé est extrêmement important. Donc voilà pourquoi l'assurance crédit existe et pourquoi c'est extrêmement important pour les risques managers. Selon l'organisation des entreprises, on en parlera, qu'elles soient petites ou grandes, l'assurance crédit peut être une solution et doit intervenir dans la notion de gestion des risques au sens large de toutes les entreprises, parce que quelque part, le risque existe dès l'instant où vous commercez avec une entreprise, que ce soit en France ou ailleurs. Merci Frédéric. Mireille, tu nous entends? Oui, absolument. Voilà, donc super. Donc de ton côté, alors est-ce que tu peux nous dire si cette assurance te permet de mieux dormir le soir et confirmer si une partie de tes risques sont bien pris en charge ou si tu as eu une défaillance quelconque, enfin voilà. Alors, je pense que ce qui est intéressant, je pense, c'est de faire un petit retour en arrière sur l'origine de l'assurance crédit chez Seva, Santé Animale. En fait, on a eu à une époque assez lointaine maintenant à faire face à plusieurs crises. La première était la dévaluation du franc CFA, ensuite la guerre du Golfe, puis la crise asiatique, la crise russe. Voilà. Et donc là, très clairement, la direction du groupe a pris la décision de mettre sur pied une vraie politique de gestion du risque de crédit. Voilà. Puisqu'il fallait éviter les pertes qu'on en a dû essuyer à l'époque, qu'on a limitées au maximum. Néanmoins, on a eu des pertes. Donc, pour nous, en tout cas, et je pense que ça doit être la même chose pour la plupart des entreprises qui font appel à l'assurance crédit, ce n'est pas une fin en soi, l'assurance crédit, mais en revanche, ça doit être une vraie stratégie, une partie en tout cas de la stratégie, pour lutter contre le risque de crédit. Voilà. Ça veut pas dire qu'on n'a pas pour autant quelquefois des petits incidents de paiement, bien sûr qu'on en a, mais ça, j'allais dire que ça fait partie de la vie de l'entreprise. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question pleinement, mais je pense qu'on va détailler plus tard voilà. les éléments. Ok, merci Mireille. Donc, alors peut-être, qu'est-ce que c'est l'assurance crédit et qu'est-ce que ça peut apporter en fait dans le quotidien du business de tout le monde dans la salle? Peut-être Philippe, tu veux bien nous guider en indiquant en fait les forces de cette assurance, peut-être les outils à disposition et quelque part en fait introduire le fait de comment les risk managers puissent collaborer à l'action de prévention. Et on va aller plus dans le détail après. Je crois qu'en préambule, on peut aussi... ton anecdote de tout à l'heure sur l'assurance crédit et ton arrivée chez Nexans illustre assez bien ce que le monde du risk management ressent sur l'assurance crédit. Je pense que ça paraît quelque chose d'assez abstrait, d'obscur, et c'est aussi lié, on va dire, à une culture produit liée à ce marché, liée, on va dire, à la structuration de ce marché autour d'une oligopole, autour de peu d'assureurs sur le marché mondial, puisque 3 assureurs crédits représentent quand même une part très significative du marché, près de 90% du marché mondial, et par une approche qui était plutôt historiquement celle, même si Mireille vient de le rappeler, ce n'est pas une fin en soi, qui est que la prévention, plutôt la chose de l'assureur crédit. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui, historiquement, prenait en charge et en responsabilité la sélection des risques sur les risques de contrepartie en France et à l'international. Donc, c'est vrai que c'est un marché qui a pendant des années a pu manquer d'innovation, voilà, et
et notamment de capacité en cas de forte crise, ce qui a nui à son image globalement sur le marché mondial. Aujourd'hui, l'assurance crédit, comme l'a exprimé Mireille, c'est pas une fin en soi, ça collabore à une action de prévention. La prévention, elle peut être soit déléguée à l'assureur crédit, ou soit elle peut être complètement prise en charge par l'entreprise. Et donc, c'est aussi ce qu'il faut en tout cas analyser dans le marché de l'assurance crédit tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ces deux fondamentaux, un marché qui a été qui peut manquer de capacité en cas de forte crise. C'est un marché qui a très peu innové parce qu'il est très marqué par une culture produit. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé au bout de cette logique-là. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans le cadre de la table ronde. On a beaucoup de voies à tracer. Et je pense que c'est un marché qui doit être pris réellement par les risques managers. Parce que à la fois, c'est un métier passionnant et enthousiasmant, mais en même temps, je pense que c'est un métier dans lequel l'innovation des risques managers ont plutôt une culture à la fois juridique et de risque industriel. C'est quelque chose sur lequel les risques managers peuvent vraiment apporter aussi leur savoir-faire et leur capacité d'innovation. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter, mais je pense que c'est pas quelque chose de totalement obscur et totalement financier, en tout cas dans l'approche que l'on peut avoir des risques. Après, si je peux me permettre, en fait, en tant que risk manager aussi de Nexans, ça dépend, voilà, parce que l'assurance crédit, moi, je dépends c'est vrai, de juridique, mais j'ai la chance d'avoir l'assurance crédit sous mes responsabilités. Mais il y a d'autres entreprises, en fait, l'assurance crédit est plutôt sous la responsabilité des finances. Donc, mais je suis d'accord avec toi que peu importe où se situe l'assurance crédit, en fait, c'est à chacun, le risk manager, d'aller chercher et puis de faire partie, en fait, intégrante aussi de la gestion des risques. Donc voilà, notamment côté gestion des risques, est-ce qu'elle est inexistante ou en surface? Y a-t-il... Juste si je peux... Oui, vas-y. Pour rebondir sur ce que Philippe disait, c'est très rare malgré tout qu'une entreprise nous délègue le suivi de son risque client. La pure délégation à l'assurance crédit, à moins d'être sur des toutes petites entreprises qui en fait ne veulent pas le gérer et le voient comme une pure assurance ou une aide, la plupart du temps, c'est vraiment... le rôle est à définir et l'équilibre entre la délégation du risque, la palette d'outils que le risk manager, que le credit manager ont à disposition et comment est-ce qu'ils voient l'assurance crédit dans toute leur palette pour ce transfert de risque plus ou moins fort. Voilà, donc c'est ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Frédéric, faut-il se reposer intégralement alors sur l'analyse des risques de l'assureur ou est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place aussi côté assuré dans cette analyse des risques en fait en complément? Alors ça dépendra, se reposer sur l'assureur. Les assureurs crédits ont toute une palette d'outils, d'indicateurs, de savoir-faire, de compétences qu'on peut mettre à disposition de nos assurés. Et ça peut être la technicité de nos contrats, parce qu'on a un métier qui est régulé, donc qui innove assez peu, qui est du B2B. Souvent, l'innovation vient du B2C. Donc, j'abonde dans ce que disait Philippe. Là, on est en train de passer un cap. Et de ce fait-là, oui, il y a une technicité du contrat. Et après, c'est un équilibre à trouver. Certains assurés, on a des échanges quotidiens avec eux, que ce soit au niveau des risques, que ce soit au niveau du recouvrement, des échanges quotidiens avec le courtier. Quand tout va bien, et alors quand tout va mal ou quand ça commence à se dégrader, que ce soit sur un risque particulier, un acheteur, que ce soit sur une zone pays en particulier, que ce soit sur une crise inattendue comme le Covid, là, le partenariat, l'échange est absolument primordial au moment de la sortie. Donc, on met à disposition, on a des outils plus ou moins intégrés, on a des expertises, on a des gradings, des ratings acheteurs, des ratings pays, des tableaux de bord, et ça, c'est tous les assureurs. Donc après, c'est juste trouver l'équilibre et la manière dont on peut aider
le risk manager, le credit manager, le DAF, la direction générale. Je ne sais pas si ça répond. Oui, on va rentrer plus Voilà. dans le détail plus tard sur justement ces outils, le grading et qu'est-ce qui est vraiment derrière. Ce serait bien de nous donner quelques éléments. Mireille, de ton côté, alors? Alors, l'apport de l'assurance crédit, j'allais dire au quotidien, c'est le complément effectivement à la boîte à outils dont on a parlé il y a un instant. En tant que risk manager, alors que ce soit le credit risk manager, parce qu'on a la chance d'avoir un credit risk manager chez nous, chez Seva, Aurélie, que Philippe connaît bien, que ce soit le credit risk manager ou le risk manager quand le risque de crédit est rattaché directement. En fait, il va jouer sur tout un tas d'outils à sa disposition pour éviter le risque de crédit. Alors, quand on dit éviter le risque de crédit, l'apport de l'assureur crédit sur cette partie-là en prévention, c'est toute la partie information, la partie data qui est fournie par l'assureur crédit et ces échanges d'informations qui ont lieu au moment des arbitrages de dossiers, par exemple, mais pas seulement. Il nous est arrivé, nous, d'apprendre via notre assureur crédit qu'un de nos clients commençait une nouvelle activité qui n'avait rien à voir avec les produits qu'on lui vendait. Vous voyez, bon, ça n'a pas de prix d'avoir ce type d'information, voilà, qu'on n'avait pas eu de notre côté. Bon, quand on sait qu'un client commence une activité autre, on doit bien se douter que nos créances ne seront pas forcément payées, vous voyez, donc c'est une alerte hyper intéressante. Ensuite, quand un assureur crédit nous dit vous demandez 500 000 euros d'encours, ben finalement, vous n'en aurez que 150 parce que votre client n'est pas assez fiable pour qu'on vous donne plus, c'est une alerte. Et forcément, ça doit nous interpeller. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas 500 000 euros d'encours avec le client, mais ça veut dire qu'on va compléter les 150 000 euros de garantie donnés par l'assureur crédit par d'autres techniques de type crédit documentaire que je pense plein de personnes utilisent déjà dans la salle. Voilà. Donc, l'assurance crédit, ça fait partie de la boîte à outils pour la partie prévention, bien sûr. Alors, dans la prévention, il y a d'autres choses, on détaillera un petit peu plus tout à l'heure, je pense. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, on se tourne vers l'assureur crédit quand on a un impayé. Ça, c'est évident, parce que bien sûr, il est là pour ça aussi. Il faut qu'il honore sa signature. De toute façon, il s'est engagé à nous rembourser, à nous indemniser. Donc, on va se retourner vers lui. Et puis l'assureur crédit va nous aider aussi à gérer les crises. On a traversé plusieurs crises financières importantes qui ont bien ébranlé certaines de nos filiales. Je repense à la crise grecque, enfin en Grèce en particulier. Bon, on a beaucoup collaboré avec notre assureur crédit à ce moment-là. Et ça a été une aide vraiment, mais très, très importante, enfin, qui nous a vraiment bien aidé à traverser la crise. Voilà. Donc voilà en quoi l'assurance crédit fait partie des outils, Hélène. D'accord, merci. Et de ton côté, en fait, tu utilises vraiment les gradings, l'analyse assureur et tu n'as pas ton propre, un autre système en interne, en fait, déjà. Non, alors nous, on n'a pas jugé nécessaire de développer en interne notre propre grille d'analyse, d'aller faire appel à... Alors, il nous arrive de faire appel à certaines sociétés qui nous donnent un rating. Alors, j'allais dire, c'est plus côté fournisseur que côté client. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Tout simplement parce qu'on trouve que l'assureur crédit le fait très bien et qu'on ne voit pas pourquoi on ira engager des frais dans l'entreprise supplémentaires. Des outils, développer des outils. Forcément, ça coûte toujours très cher de développer des outils. Vous voyez, après, il faut les entretenir, il faut les suivre, etc. Bon, tout se passe très bien. Et puis, j'allais dire que du fait du partenariat avec l'assureur crédit, on développe aussi des choses. On s'améliore aussi, c'est mutuel de toute façon. À force de travailler avec l'assureur crédit, on fait des propositions d'amélioration aussi. Voilà. Très bien. C'est peut-être ton rôle aussi, Philippe, entre les deux, justement. Mireille évoque à la fois les nombreuses crises que l'on a vécues sur les 15 dernières années et qui, en l'occurrence, pourraient revenir. Je pense aux dettes des États, aux risques pays. Et dans le contexte actuel, évidemment, ce sont des sujets majeurs. Donc, notre enjeu, c'est effectivement d'accompagner en qualité de courtier spécialisé les entreprises, être en lien avec les assureurs crédits et de voir aussi à travers des outils technologiques qu'on a pu développer, comment on arrive à anticiper ces risques-là et pouvoir accompagner au mieux nos clients. Donc,
Les problématiques sont différentes lorsqu'on traite sur les problématiques de pays de l'OCDE, des pays en voie de développement, des petites filiales que peuvent avoir de grands groupes à l'international ou de filiales beaucoup plus structurées. Donc tout notre enjeu, c'est justement de savoir et d'adapter les mécanismes à la fois de prévention, de transfert de risque à la taille de nos clients et de leurs filiales pour les accompagner au mieux dans ce marché qui, rappelons-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un marché oligopolistique. Ça veut dire que nos clients ont aussi besoin d'un fort niveau d'assistance et de conseil avec des courtiers très structurés et très spécialisés. Alors, rentrons dans les détails de l'analyse de risque. Donc, comment elle est faite déjà et est-ce que, par exemple, y a-t-il une cartographie des risques, comme on a l'habitude d'en parler dans d'autres domaines au sein des sociétés, et comment l'assuré aussi peut aider dans peut-être cette collecte de données? Est-ce que l'assuré y participe, notamment, comme tu dis, Philippe, puis déployer un programme à l'international, c'est pas si évident que ça. In fine, c'est peut-être l'assuré lui-même qui est mieux positionné par rapport aux data de ses clients. Et puis voilà. Alors sur la partie, ça dépendra beaucoup sur quelle zone de pays le risque, enfin l'entreprise et donc le risque est positionné. Par exemple, en France, il existe une multitude de données publiques. Alors quand il y a beaucoup de données et trop de données, l'assureur crédit peut permettre quand même d'apporter une synthèse au moins des données, de le partager avec l'assuré et également après de se positionner par rapport au risque que l'assureur analyse. Ce partage après, cet échange avec l'assuré est extrêmement important parce que même s'il y a un risque, il faut remettre absolument cette décision dans le contexte de l'assuré. Ça peut être un besoin saisonnier, ça peut être un besoin d'accompagnement particulier. Donc il y a l'analyse du risque qui est partagée, qui se matérialise souvent par une notation, un rating, qui se matérialise par une réponse à une demande de couverture. C'est quand même le premier, la demande de couverture. On nous demande, ce que disait Mireille tout à l'heure, quand on demande 500 000, quand on répond que 150, il faut qu'on explique pourquoi. Et puis, il y a des fois, c'est juste 500 000, cette entreprise, c'est l'essentiel de son poste de fournisseur. Ça peut être des indications de ce que représente aussi le risque dans la relation assuré-acheteur. Ensuite, dans certains pays, hors Europe, il n'y a pas d'information et très très peu. Donc là, c'est souvent l'assuré qui nous aide à obtenir une partie de l'information dont on a besoin. Et c'est après toute cette relation presque tripartite entre l'assuré, l'assureur, le client de l'assuré, plus sur place, tout un écosystème que l'assureur aura réussi à développer pour venir aussi mettre en perspective par une présence locale, par un réseau local, y compris avec l'assuré, pour permettre d'avoir cette appréciation du risque qui se matérialise par une garantie, qui se matérialisera par une indemnisation s'il y a besoin, et pour le credit manager ou le risk manager, de voir comment dans toute la palette qu'il a à disposition, comment cette information et comment ce rating et ultimement cette indemnisation peut jouer par rapport à sa propre problématique. Il y a des entreprises, des secteurs où la marge est tellement faible que c'est impossible de répercuter à un client le coût de l'assurance. Dans d'autres secteurs, c'est possible. Dans certains secteurs, la marge est extrêmement faible et l'impayé devient problématique. Donc en fait, tout va dépendre d'une multitude de paramètres. Et c'est ça qui fait la... Donc ça, c'est au sens large. Oui. Mais après, en fait, concernant les informations, précisément, de quoi as-tu besoin, assureur, quand tu analyses un risque client? C'est le data financier, c'est le track record. C'est de la donnée financière. D'accord. C'est de la donnée économique, de la donnée sectorielle. C'est de l'expérience de paiement entre l'assuré et l'entreprise. C'est le risque pays.
c'est le risque immédiat d'instabilité politique ou d'une crise imminente. C'est aussi de l'information, plus on a un nombre d'assurés extrêmement important, plus je vais savoir aussi, par exemple, que pour un autre de nos clients, l'acheteur n'est pas en mesure de payer. Il y a un contentieux potentiel ou il y a une problématique de paiement. Donc après, à nous de savoir si c'est juste quelque chose qui est lié entre cet acheteur-là et ce client, ou si c'est potentiellement un risque et une information qu'on doit partager avec nos autres clients. Il y a davantage restrictif dans la notion de couverture qu'on va donner. Et après, il y aura la sortie quand la situation devient extrêmement compliquée, où là, on regarde encore d'autres paramètres. Tu veux que je détaille encore plus? Non, c'est bien là pour l'instant. Voilà. Mireille, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir l'avis de ton côté risk management, dans toute cette analyse des risques? Alors, je pense qu'il faut faire attention en tant que risk manager. Ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens dans la salle. En tant que risk manager, il faut qu'on fasse très attention de ne pas tomber dans le piège du constat du risque de crédit. C'est-à-dire se dire, je reçois tous les mois un encours et je sais que j'ai tant de pourcentage de mon encours à risque. Ça, c'est un constat, d'accord? On sait tous, les risk managers, que ce n'est pas suffisant. Le mieux, c'est quand même de prévenir le constat d'un encours à risque qu'on recevra peut-être jamais, on encaissera peut-être jamais. Donc en fait, le mieux, c'est quand même de se positionner, je reviendrai après au rôle de l'assureur crédit, mais de se positionner par anticipation et faire un vrai mapping de son risque de crédit, avec bien sûr gravité-fréquence. Alors gravité, bon, c'est pas très compliqué, hein, dans le groupe, on classe nos entités en fonction du chiffre d'affaires qui est généré. Voilà, par fourchette de chiffre d'affaires. Hein, donc, gravité 4, c'est qui en font le plus. Gravité 1, c'est qui en font le moins. Et au milieu, on fait des fourchettes. Voilà. Et ensuite, on a des critères de fréquence. Ces critères de fréquence, en fait, ce sont des situations, des constats, des choses que l'on sait devenir problématiques si elles sont manquantes. Par exemple, s'il n'y a pas de procédure de gestion du risque de crédit dans chacune de nos filiales, on sait pertinemment qu'on a toutes les chances pour que le risque de crédit soit mal géré. S'il n'y a pas de comité de risque de crédit, on sait que ça ne va pas bien se passer. Voilà. Donc on est en train en fait de finaliser une grille avec ma collègue qui est chargée de crédit risque. Et cette grille va s'appliquer worldwide. Voilà. On l'applique déjà, mais j'allais dire partiellement. Là, elle va vraiment être déployée dans tout le groupe. Et du coup, dans cette grille, on va intégrer, comme le disait Frédéric tout à l'heure, on va intégrer par exemple le risque pays, la notation du risque pays, parce que forcément, selon que la créance se trouve logée aux États-Unis ou qu'elle est logée aux Philippines ou qu'elle est logée, je ne sais pas, en République démocratique du Congo, enfin peu importe, mais le risque pays ne va pas être le même. Ensuite, on va intégrer d'autres données comme la structure, par exemple, de la direction du client qui est dirigeant, est-ce qu'il y a un backup du dirigeant, etc., etc. Donc, il peut y avoir plein de critères. Voilà. Donc, moi, j'invite les risk managers à faire ce travail, soit par eux-mêmes, soit avec le Credit Risk Manager, parce que c'est un vrai travail de risk management. Voilà. Et l'assureur crédit va nous donner des informations sur le risque pays, mais pas seulement. Il va nous donner des informations aussi sur l'ensemble des clients qui sont gérés par nos filiales. Voilà. Donc, à la fin, on va avoir un vrai mapping avec des notes. Hein, tout le monde connaît, gravité 4, fréquence 4, ça fait 16 au final. Risque majeur, on saute dessus tout de suite et on voit ce qu'on fait pour éviter le pire. Voilà. Et là, on rentre vraiment dans du risk management. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as envie de nous donner quelques éléments précis par rapport au nombre de clients que tu suis peut-être au global, et après où tu suis vraiment plus dans le détail parce qu'ils n'ont pas un grading au top, et est-ce que c'est en continu alors du coup cette vérification? Alors en fait, alors je ne vais pas vous donner de chiffres parce que ça va pas dire grand-chose. Fonction des pays, en fait, on a des réseaux de distribution qui sont complètement différents. Voilà. B2B, B2C, ça va changer complètement la face du monde. On a un nombre de clients très important dans certains pays, dans d'autres, on passe par quelques distributeurs. Donc voilà. Après, on suit avec ma collègue, j'allais dire, les risques qu'on a identifiés comme majeurs. Voilà. Donc c'est ma collègue qui fait le travail de fond, hein, et qui fait un super travail
comment dire, de recherche, d'analyse, voilà, et puis ensuite qui rend une synthèse. Et cette synthèse, elle remonte, vous voyez, en comité risque, donc à la direction de CEVA, une fois par trimestre, on fait un point de tous les risques majeurs du groupe et on passe en revue les risques de crédit que nous, on estime majeurs, voilà. Donc on a vraiment, c'est un suivi très analytique en fait. Voilà, c'est pas qu'un suivi de tableau de bord, c'est pas qu'un suivi de chiffres. On va plus se tourner vers qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce risque que l'on a identifié à un endroit, sur une filiale ou sur un client particulier d'une filiale, sur une activité. Ça peut être aussi une activité. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Hein. C'est que fonction du secteur d'activité dans lequel on travaille, nous, on sait pertinemment que s'il y a par exemple un épisode de grippe aviaire, certains de nos clients vont être plus touchés que d'autres. Quand on parlait à un moment donné de la grippe porcine, on savait pertinemment que dans certains pays, en l'occurrence Allemagne, Belgique, voyez, et même France, on allait avoir plus de risques de défaillance que dans les autres pays du monde. Voilà. Donc il y a aussi cette activité, ce focus sectoriel qui est très, très important. Tout à fait, le risque pays, comme tu disais aussi, Frédéric. Merci Mireille, c'est très, très précis. Philippe je pense que, en complément de ce qu'a dit Frédéric et puis Mireille, on va dire que le risque de crédit, ce n'est pas quelque chose qui vit en vase clos. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème autour de ce monde-là, ce qui fait que, comme l'a bien précisé Frédéric, il ne s'agit pas seulement d'avoir les données financières de son risque de contrepartie. Il y a tout un écosystème. Si on prend la situation de l'Ukraine, par exemple, aujourd'hui, d'accord, et pour ceux qui portent encore des risques sur l'Ukraine, on sait bien évidemment que le contexte géopolitique a des conséquences sur le risque de crédit de notre contrepartie. Si on prend le risque climatique, il aura des conséquences s'il y a une catastrophe naturelle sur la capacité de paiement d'une contrepartie vis-à-vis du fournisseur que nous assurons. Donc on est aujourd'hui dans un environnement global. On voit ce qui s'est passé avec le Covid. Donc on est dans un environnement global. Le risque de crédit, évidemment, est influencé par un certain nombre d'éléments. Il est par des éléments qui sont liés effectivement aux chiffres qui sont le reflet de la santé financière, mais quand même du passé. Hein. Puis tout l'écosystème que je viens d'aborder. Et puis, on peut se dire aussi qu'il y a l'historique de la relation, c'est ce qu'a bien exprimé Mireille, l'historique de la relation entre le fournisseur et son client. Cet historique de la relation, il est fondamental. Dans la structuration aussi de nos programmes, c'est un sujet qui est évidemment pour nous très important. Et comme l'a dit Mireille, la fin en soi, ce n'est pas que le transfert de risque vis-à-vis de l'assureur crédit, mais toute l'action de prévention qu'on peut faire sur quel est l'écosystème de notre contrepartie, hein, au travers de tout ce que j'ai exprimé, la dette des États, le risque politique, le risque sanitaire, le risque environnemental, si on est dans un pays sur lequel effectivement qui va subir tous ces changements climatiques. Et puis cette relation qu'on peut avoir avec la contrepartie et toutes les actions de prévention qu'on doit mettre en œuvre en tant que fournisseur. Donc c'est vraiment ce sur quoi j'insiste. Et vraiment, c'est là aussi où le rôle, en tout cas, de la relation entre le client et son assureur, enfin entre le client et son assureur, intermédié en tout cas avec ce rôle d'intermédiation qu'on peut avoir et de spécialiste est fondamental. C'est pour ça qu'en fait, comme tu disais Frédéric, on a un dialogue en permanent tous les jours entre clients et je le confirme aussi de côté Nexans. Alors la prochaine question, c'est on va rentrer dans les encours puisque c'est l'objet même de la couverture. Donc devrais-je couvrir tous les encours? Enfin, comment faire le tri? Quel type de clients sont concernés par l'assurance crédit? Est-ce que vous couvrez 100%? Est-ce que le risk manager doit déterminer aussi son appétit au risque là-dedans aussi au niveau des encours? Voilà, est-ce que le risk manager fait systématiquement le dosage après entre la prévention et le transfert? Pour Mireille. Donc Frédéric, si tu veux bien. Alors, ça se fait effectivement au niveau de la négociation, de la mise en place du contrat. Et après, ce contrat vivra. Donc, on pourra y rajouter des extensions, des zones supplémentaires, des entreprises d'un périmètre plus large. Mais au départ, se fait sur notamment la partie de tous les grands groupes. Est-ce que le groupe va vouloir assurer
juste une partie de ces activités, toujours en B2B, le B2C n'en fait pas partie. Toutes ces filiales, en Europe, hors Europe, est-ce que le programme va être identique pour l'ensemble des filiales, avec des paramètres du contrat qui vont s'appliquer à tous ou pas? Est-ce qu'il va y avoir en place un service local? C'est-à-dire, est-ce que selon les filiales, on va aussi y mettre un service équivalent à ce que une partie des autres entités du groupe vont avoir? Il y a toute une palette de ce qu'on va décider d'assurer ou pas. Et de ce fait-là, après, pareil, on va regarder le partage du risque, comment il se fait, avec des paramètres de contrat, avec des quotités garanties, avec des maximum liability, avec beaucoup de critères. Là, on va rentrer dans la construction juridique du contrat. Et après, tout ça va vivre. C'est-à-dire que demain, notre client va racheter une entreprise ou un secteur d'activité. Donc là, on va regarder aussi comment cette entreprise, si elle est déjà assurée ou pas, comment est-ce qu'elle va s'inclure dans le contrat ou pas. On peut aussi envisager du single risk. C'est très particulier d'assurer juste une entreprise. C'est un coût assez important. Ça se fait aussi. Mais c'est quand même la mutualisation, et ça, je pense que ça parle à tous les risk managers, c'est quand même la mutualisation du risque et donc du portefeuille qui va faire aussi que le prix est en cohérence avec le risque et que vous allez aussi être prêt à prendre l'assurance crédit ou pas au sein de votre palette. Parce qu'effectivement, ce que disait Mireille et ce qui précise aussi Hélène, la gestion du risque, elle n'est pas à l'assureur crédit. Elle est vraiment dans les mains du credit manager, du risk manager. Oui, à revoir systématiquement. Et les clients concernés, enfin, ces encours, c'est avec des clients privés, publics, tout peut être... Tout, ça peut être des clients privés, des clients publics. Ça peut, en général, oui, clients, pas de particulier, sauf en France ou dans certains pays avec une population d'artisans commerçants qui sont aussi sur lesquels on porte des encours. Mais normalement, il n'y a pas d'exclusion en matière de typologie dès l'instant où c'est une entreprise identifiée comme telle, et pas un particulier. Et quand, après, par exemple... Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Et quand un client a un bon rating, est-ce qu'on peut décider, là, je vais pas prendre l'assurance puisque ça coûte peut-être cher. Est-ce que je peux décider, tiens, je couvre que les risques plus élevés avec un grading détérioré ou... Alors après, c'est quand on met en place le système de l'assurance, c'est on va assurer un pourcentage ou un pour 1000 du volume commercial, donc du chiffre d'affaires. Donc après, à part le single risk où un certain nombre où on décide au moment de la mise en place du contrat que les couvertures ne vont aller que sur une liste très précise d'acheteurs, ça peut se faire aussi, ça a un coût. Donc pays aussi, tu peux exclure une zone pays. C'est vraiment très, 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 très à la carte. Donc, secteur, pays, typologie, et puis après, un partage du risque avec un prix en face. D'accord. Mireille, s'il te plaît, tu peux donner l'avis de ton côté, comment tu gères ces encours, ce que tu achètes, etc. Alors, côté CEVA, en fait, je pense que c'est la même chose pour l'ensemble des assurés, des entreprises. On a bien sûr le souci permanent de développer l'entreprise. Donc, qui dit développer l'entreprise, faire de la croissance, dit forcément prendre des risques. Voilà. Après, il faut prendre les bons. Donc, c'est le métier du risk manager de faire cette étude, se dire, voilà, on peut aller là parce qu'on a un petit peu de risque et voilà, on risque pas grand-chose. Ou alors, attention, si on va dans cette zone avec ce client, on risque un impayé majeur. Voilà. Donc, forcément, il y a déjà, il faut définir quelle est la limite du risque acceptable. Donc, Frédéric parlait de appétit au risque, mais c'est tout à fait ça. C'est à un moment donné, quelle est la limite acceptable par l'entreprise en termes de risque de crédit. Ensuite, il y a la balance entre cet appétit au risque, enfin la limite, et puis à un moment donné, on a forcément de nouveaux clients qui vont arriver. Et là, ça devient problématique. On veut effectivement affirmer notre croissance sur les marchés. Et pour affirmer cette croissance,
à un moment donné, si l'assureur ne nous suit pas, on va trouver un autre moyen de travailler avec le client, d'accord? Alors, ça peut être les crédits documentaires, ça peut être le paiement d'avance, hein, pour tout ou partie, enfin, bon, voilà. Ce qui est important après, c'est vraiment de manager ce risque. Voilà, c'est juste ça. C'est que il ne faut pas se dire, on a fait une analyse, on la met de côté, c'est fini. Voilà, le risque de crédit, comme tous les autres risques, c'est quelque chose de vivant. Voilà. Et un client qui peut être à risque aujourd'hui peut l'être moins demain et ne l'être plus du tout dans quelques temps. Voilà. Ou alors, il le sera peut-être encore, mais parce qu'on aura augmenté notre encours avec lui. Mais si on augmente notre encours avec lui, c'est pour faire plus aussi de chiffre d'affaires et de résultats. Voilà. Donc, il y a aussi la partie, parce qu'on parle beaucoup d'assurance, mais aussi la partie rétention. Ne pas l'oublier, c'est qu'à un moment donné, voilà, c'est qu'à un moment donné, si l'assureur ne nous suit plus ou ne veut pas nous suivre, hein, pour tout un tas de raisons, on peut se dire aussi, oui, on va prendre le risque, on fait de la rétention, on va faire de la provision. Et alors, c'est normal, c'est la vie d'une entreprise aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment la boîte à outils dont on parlait tout à l'heure. C'est l'assurance crédit va nous aider effectivement à déterminer nos encours, mais ce n'est pas que l'assurance crédit qui va le faire. Il ne faut absolument pas que l'assuré se repose uniquement sur l'assurance crédit, même si c'est un super outil, un super partenaire. Voilà. Et le courtier peut nous aider aussi à définir ses encours, bien entendu. C'était pour moi, ça. Oui, Oui. je pense que Je je vais vais rebondir, répondre. transition alors, parfaite. C'est facile, le ballon. Bravo, merci Mireille, j'ai compris. Non, mais je trouve que là, Mireille vient d'en faire un résumé parfait. À la fois dans le mécanisme d'assurance crédit, il y a la prévention des risques et le transfert du risque. Dans la prévention, on a des entreprises, et on le vit au quotidien, qui veulent s'en remettre totalement à l'assureur crédit, à son analyse de risque. Et puis, on a un certain nombre d'autres grands groupes qui veulent, au contraire, que leur soit déléguée cette prestation de sélection et surveillance. Et donc, parce qu'ils ont déjà structuré en interne énormément de choses d'un point de vue de la culture de risque. Donc, ça c'est un premier élément. Donc déjà, quelle est l'approche que peut avoir le groupe ou l'entreprise sur cette approche de prévention déléguée. Et puis deuxièmement, ce qui peut avoir aussi des conséquences par rapport au premier choix, c'est quelle est la nature du transfert de risque que l'on a envie d'opérer. Est-ce que l'on veut transférer l'ensemble de ces risques? Est-ce qu'on veut avoir une part de rétention plus ou moins significative? Et donc, voilà, c'est une entreprise qui nous dira je ne veux pas m'en remettre à la prévention de l'assureur crédit, mais en même temps, tous les risques vont lui être transférés. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, c'est pas impossible, mais ça risque de coûter très cher. Très cher. Voilà. Donc, tout ça est une juste adaptation des différents critères, à la fois de sélection des risques, de transfert de ces risques en fonction de la situation donnée, et puis qui, comme l'a dit Frédéric, peut varier au sein d'un même groupe en fonction de... là, j'ai une petite filiale qui n'est pas du tout outillée pour le faire. Et là, à ce moment-là, cette filiale, on va au contraire lui laisser peu de marge de manœuvre d'un point de vue de l'autonomie dans la sélection des acheteurs, parce qu'elle n'est pas du tout structurée. Elle est là pour faire du business. Donc, elle n'est pas du tout structurée pour avoir tous les outils de prévention locaux. Et puis, en même temps, l'assurer vraiment dès le premier sinistre, sans aggregate, sans grosse franchise. Et puis, on peut avoir des pays beaucoup plus matures sur lesquels il y a des équipes très structurées. Et donc, au sein d'un même programme, on peut avoir des situations et à la fois des typologies de clientèle, des facteurs de risque très différents. Donc, il faut savoir s'adapter. C'est pas complètement homogène partout, quelle que soit la situation. D'accord. Et Donc, typiquement, quand on évoque ce lien et ces échanges permanents, le contrat d'assurance crédit, il vit. Aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup d'inflation qui vient notamment par une hausse des matières premières. Il faut que dans l'entreprise, au niveau du credit management, selon comment l'entreprise est structurée, si hier, avec une ligne de 500 000 euros, il était couvert pour ses approvisionnements ou même pour faire le plein d'un certain nombre de ces camions, il faut qu'il pense que
Aujourd'hui, la couverture qu'il avait, elle est plus suffisante. Et il faut faire vivre cette garantie en fonction du risque et de l'évolution, d'être sûr que l'encours couvert, qui avait été défini au départ, ce partage de risque, est toujours préservé. Et juste penser à faire vivre ces demandes. L'assureur alerte quand il alerte les clients quand il commence à réduire des encours, mais le client doit aussi gérer son risque en ne pas hésitant à venir faire des demandes à la hausse de ces risques, pour une multitude de raisons. Et le courtier joue souvent également ce rôle-là. D'accord, alors j'hésite entre deux questions, mais j'y vais d'abord dans les limites. Et après, on va revenir sur justement tout ce cadre, parce que c'est important dans la gestion au quotidien. Mais une fois qu'on a défini les encours, après se pose la question sur les limites. Donc les limites que l'assureur crédit, vous allez nous accorder. Comment elle est déterminée donc peut-être par l'assuré? Est-ce que c'est l'assuré qui la détermine? Et puis, une fois que c'est déterminé, est-ce que la couverture est garantie par l'assureur, y compris dans le temps? Donc, est-ce que c'est plutôt un portefeuille? On en a parlé un petit peu, portefeuille, client par client. Donc, quelle est l'approche en général et l'interface entre les clients et l'assuré pour justement faire vivre toutes ces demandes au quotidien? Alors, la limite et donc le montant garanti est déterminé par l'assuré. C'est lui qui nous fait une demande, c'est lui qui connaît son besoin. Et donc, c'est lui qui va nous faire une demande et ça va se traduire par une demande de garantie, donc un montant qui va nous arriver et auquel il va falloir répondre. Donc, selon la plupart du temps, dans les grosses entreprises, nos systèmes et nos outils, il y a des interfaces informatiques, bien évidemment. Donc, soit la demande chez nous, quand elle arrive, la personne qui est en charge de répondre à sa demande, parfois, ne la voit pas. Il y a une multitude, on a un taux de réponse automatique, parce qu'avec des paramètres qu'on a décidés et définis, qui font que les demandes, elles sont répondues de manière instantanée et sur des temps très très courts. Après, quand on est sur des demandes sur lesquelles on ne peut pas répondre immédiatement, là, il va y avoir un dialogue potentiel qui va se mettre en place avec l'assuré et aussi le courtier, où on va expliquer pourquoi il nous faut du temps pour répondre à cette demande. Parce qu'il nous faut davantage d'informations qu'il va falloir qu'on aille chercher. Selon les pays, ça peut prendre un petit peu de temps. Parce qu'on va avoir besoin d'un complément d'information, parce qu'on va trouver que la demande est étonnante sur cette entreprise par rapport à ce que disait Mireille tout à l'heure, à l'activité de notre assuré. C'est étonnant qu'il fasse cette demande sur cette entreprise compte tenu de l'information qu'on a. Selon les montants, c'est donner typiquement 20 millions sur un très grand... Sur LVMH, ça va nous prendre quelques secondes, c'est instantané. Donner des fois 50, 100 000 euros sur une affaire en Afrique sur laquelle on n'a aucune information, ça va nous prendre beaucoup plus de temps et ça va nous demander un échange entre nous, l'assuré et le courtier. Voilà comment... donc le besoin, il est déterminé par notre client. C'est l'assuré qui fait sa demande. D'accord, très bien. Alors Mireille, s'il te plaît, de ton côté, est-ce que tu anticipes ces potentiels retards dans les réponses de l'assureur? Alors, bon, on n'a pas tant de retard que ça de la part de l'assureur. Ça se passe plutôt bien. Et puis, bon, notre courtier nous aide aussi beaucoup pour obtenir la réponse. Donc, je vais dire que ça se passe plutôt bien. Moi, je pense qu'il est important, c'est de voir, d'installer une gestion de ces encours qui sont délivrés ou pas d'ailleurs par l'assureur de crédit. C'est-à-dire que quand on reprend le montant de 500 000, on demande 500 000 euros pour un client, ces 500 000, ils doivent normalement couvrir une moyenne déjà. C'est-à-dire qu'on doit se dire quel est le chiffre d'affaires que je vais réaliser cette année, quelles sont les conditions de règlement, c'est quoi le délai de paiement. Par conséquent, avec ces deux indications, mon encours moyen devrait être 2. Alors, imaginons 500 000 euros, on va demander 500 000 euros à l'assureur. Si l'assureur dit « OK, pas de problème », bon, ben là, on n'a pas de souci, on va rentrer ce montant, nous, dans notre logiciel ERP comme montant limite d'encours pour le client. À partir du moment où l'encours
avec une nouvelle commande arrivant, hein, d'accord, serait dépassé, on a une alerte qui est donnée par l'outil. Et si on veut dépasser cet encours, parce que pourquoi pas, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, hein, pour la croissance, pour tout un tas de bonnes raisons, puis ça peut être aussi un encours saisonnier, parce qu'on a des produits qui sont saisonniers, voilà, dans la santé animale, par exemple pour les tiques, les puces, voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, si on doit dépasser cet encours, à un moment donné, il faudra un accord écrit d'un responsable, voire de 2 responsables selon le dépassement de l'encours. Ça peut même monter jusqu'au PDG de l'entreprise, dans le risque. Voilà. Donc, c'est extrêmement structuré chez nous et l'outil nous aide beaucoup. Voilà, on a ce qu'on appelle des stop orders qui se déclenchent, voilà, et qui sont des alertes disant attention, on va dépasser l'encours autorisé par l'assureur crédit, par CEVA, parce qu'à un moment donné, on peut indiquer aussi dans notre outil un montant supérieur au montant donné par l'assureur crédit si on décide effectivement d'avoir un peu d'appétit pour le risque. Après, donc, si vraiment l'assureur crédit nous dit non, vous n'avez rien parce que trop dangereux, etc., et qu'on veut quand même y aller, alors ça peut arriver, ça peut paraître surprenant, Frédéric pourrait l'expliquer mieux que moi, mais en fait, l'assureur crédit, à un moment donné, s'il n'a pas de visibilité sur le client, pourquoi il donnerait quelque chose? Voilà, il va donner quelque chose de très petit. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que nous, on ne veut pas prendre ce risque. Du coup, on va devoir trouver d'autres moyens. C'est ce que j'ai tout à l'heure. Donc, paiement d'avance, crédit documentaire ou autre. Voilà. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que c'est là, j'anticipe un peu sur ce qu'on va dire tout à l'heure, mais c'est là que l'outil, en fait, assurance crédit est structurant. C'est que à partir du moment où on a ces limites qui nous sont délivrées, forcément, ça a un impact sur notre gestion du risque de crédit. Voilà, ça structure beaucoup la gestion du risque de crédit et ça structure jusque chez les commerciaux. C'est-à-dire qu'on en parlera, enfin j'espère un petit peu tout à l'heure, mais le risque de crédit, c'est pas simplement l'affaire du credit risk manager ou du risk manager, hein, certainement pas. On n'est pas risk owner, hein, je rappelle, on n'est pas propriétaire du risque. Même ma collègue qui est credit risk manager n'est pas propriétaire du risque de crédit. Ce sont d'abord les opérationnels qui doivent encaisser l'argent de leur vente. Voilà. Donc, vous voyez, c'est en ça que les encours délivrés sont importants pour la gestion du risque de crédit au global. Et dans la notion d'encours et de l'assurance crédit, il y a quand même l'accompagnement du développement de l'entreprise, du business de l'entreprise. Ce n'est pas juste une grille et une décision de transfert de risque. Le but final, c'est d'aller faire du business sur des clients, sur des bons risques, ou en tout cas, voilà, ça doit vraiment être utilisé comme ça. Oui, exactement. Alors, on va juste aller faire un focus Mireille parce que tu veux en parler là. Et après, on passera à d'autres questions. Mais plutôt au niveau de l'organisation interne chez toi. Donc, tu as un credit manager. Est-ce qu'il y a des comités crédit chez toi, etc. Est-ce que tu peux, en fait, et avec qui tu es en lien au quotidien? Tu as mentionné aussi les commerciaux pour que tout ça soit vivant et puis au cœur du business, justement, qu'on puisse développer le business. Oui, alors en fait, on a une réelle gouvernance du risque de crédit dans l'entreprise. Alors depuis, en fait, le risque de crédit chez nous, il est géré depuis l'année 2000, vous voyez, donc ça remonte quand même à plus de 20 ans. Et cette gouvernance, elle s'est installée très rapidement par une vraie politique de risque de crédit décidée par la direction générale, qui a donné donc aux opérationnels, aux commerciaux, des objectifs de ratio client. Voilà. C'est-à-dire que là où les commerciaux, comme on l'a tous connu, hein, étaient auparavant intéressés sur leur chiffre d'affaires, c'est la facturation des ventes, d'un seul coup, ils ont vu arriver dans leurs objectifs le ratio client. Bon, ça n'a pas été facile les 3 ou 4 premières années, c'était même très très difficile, hein, parce que c'était une bataille de tous les jours pour faire comprendre aux commerciaux que, ok, vendre c'est bien, encaisser c'est mieux. Et finalement, ça a changé beaucoup de choses dans nos habitudes, l'organisation globale aussi en termes de logistique, parce que vous voyez, quand on met des stop orders en cours, ça veut dire que les commandes qu'on est censé livrer, on ne les livre plus, ou on attend pour les livrer, qu'on ait encaissé une partie de la créance. Enfin, c'est toute une organisation. Voilà. Donc, il y a cette organisation-là. Et puis ensuite, pour ce qui est des encours, puisque bien sûr, il y a la prévention hein, avec les stop orders, etc. Mais après, il y a la gestion des encours. Et ça, effectivement, c'est géré par les filiales en tant que risk owner, donc patron de filiale, hein, c'est lui le risk owner. Il est responsable de ses encours, de ce désencaissement des encours. Et du coup, on a effectivement des comités de risque de crédit qui sont organisés dans les filiales, au moins un par trimestre. Et dans ces comités de risque de crédit sont passées en revue toutes les créances à risque.
Donc, alors supérieur à 180 jours, entre 90 et 180 jours. Bon, les autres, en général, il n'y a pas trop de risques. Et puis après, il y a effectivement le delta par rapport à l'encours d'assurance qui est donné par l'assureur crédit. Et puis, plan d'action mis en œuvre. Et ce plan d'action, il est suivi bien sûr par ma collègue. Et pour les créances les plus à risque, on les suit ensemble. Voilà. Et je vous dis, ça remonte donc au niveau du comité risque, qui est le comité global, corporate de Seva Santé Animale, une fois par trimestre. Voilà. On fait un focus vraiment sur les créances majeures. Et là, le prochain, on parlera certainement effectivement des créances Ukraine. Voilà. Je n'ai pas de doute Oui. à ce sujet. Voilà. On va en parler après. Mais juste avant d'en parler de tous ces événements géopolitiques qui peuvent influencer très fortement cette assurance crédit et le marché global, je veux juste rentrer un petit peu dans le détail au niveau de, malgré toute la prévention qu'on peut faire, le sinistre arrive. Donc dans ce cas-là, Frédéric, qui gère le sinistre? Est-ce que du coup c'est Euler Hermès ou l'assureur de suite, ou est-ce que c'est avec Mireille? Alors, ça va dépendre des organisations et de l'importance aussi du sinistre et de l'espérance de recouvrer ce sinistre. Ça dépend aussi du sinistre, si c'est lié à une défaillance ou si c'est juste un décalage de paiement. Parfois, les sinistres nous sont déclarés, c'est plus de nature litigieuse. Donc, un des premiers éléments, c'est vraiment d'identifier, quand l'assuré nous fait sa déclaration de sinistre, de savoir quelle est la nature de ce sinistre. Et après, de savoir, en fonction des paramètres du contrat, du pays, est-ce qu'il nous délègue le recouvrement, de savoir si lui a déjà entamé des démarches, à quel moment on se positionne et comment est-ce qu'on le suit. Le suivi se fait souvent à trois, c'est-à-dire l'assuré, l'assureur et le courtier, et on peut même rajouter parfois l'acheteur lui-même, puisque l'assureur est en général aussi en contact avec le client de notre assuré, est aussi en contact avec un écosystème, est aussi en contact avec, quand ça devient davantage juridique, et là on déploie assez vite, et tous ensemble, un dispositif pour recouvrer. L'idée, c'est quand même d'essayer de recouvrer. Donc on a tout un délai dans nos contrats pour recouvrer, pour faire cette phase amiable. Et l'essentiel, la très grande majorité, au moins 80% de l'essentiel des sinistres qui nous sont déclarés sont réglés de manière amiable. Donc on a toute une palette pour intervenir et pour recouvrer. Et seulement après intervient l'indemnisation. Et même une fois que l'indemnisation est intervenue, on continue. Après, il y a vraiment des cas très particuliers de gros groupes avec des interventions où même l'État peut intervenir, après c'est de nature aussi plus litigieuse. On a vraiment toute une palette importante. Quand aussi on a des sinistres qui sont liés parce que certains pays, ponctuellement, bloquent les sorties de devises. Parce qu'ils ont des... Ça doit rappeler quelque chose à Mireille, ça. Donc oui, là aussi, c'est une gestion. On sait que c'est une période transitoire. Donc, est-ce qu'elle est plus ou moins transitoire? Quels sont les montants en jeu? Comment est-ce que, à quel moment cette interdiction va être levée? Voilà, sur la gestion du sinistre, elle n'est pas, sauf sur des cas très simples, elle n'est pas juste du côté de l'assureur. Et puis, il y a un élément qu'il faut préciser aussi, Frédéric, c'est que l'intervention de l'assureur crédit peut être aussi une forme de médiation, d'accord? Parce que souvent, on a des litiges, on a des sinistres qui sont des litiges au niveau international. Donc, la créance n'est pas ni certaine, ni liquide, ni exigible. Donc, là, en l'occurrence, je pense que l'assureur crédit arrive aussi à faire le distinguo et nous permettre de vérifier la validité ou pas de la démarche dilatoire de l'acheteur. Donc c'est vraiment important aussi dans le cadre d'une dimension surtout internationale de bien appréhender ça. Le rôle de l'assureur crédit est vraiment significatif pour détecter si c'est une manœuvre dilatoire ou s'il y a un vrai litige selon les matières que vous pouvez distribuer au sein de vos entreprises. Et l'assureur crédit ne vient pas, ce que vous pourrez confirmer, et Hélène et Mireille, ne vient pas mettre en danger la relation commerciale. C'est surtout entre, ça, voilà. exactement. Nous avons le savoir-faire. Et en complément, si l'entreprise veut conserver
le suivi des sinistres et la gestion du sinistre, elle peut complètement le faire, d'accord, dans le cadre d'une démarche déléguée par l'assureur crédit, par une gestion en bon père de famille ou bonne mère de famille, bien sûr. Mais je fais attention maintenant, pardonnez-moi. Oui, mais en tout cas, c'est très important aussi d'intégrer que ce n'est pas un format unique. Et on l'a dit tout à l'heure sur la prévention, sur le transfert de risque, c'est exactement la même chose pour le suivi des sinistres qui peuvent être conservés complètement par l'entreprise si elle est structurée et si elle considère qu'elle peut le gérer elle-même. Bien évidemment, ou en tout cas dans certaines conditions, ça va suspendre le caractère indemnitaire, puisqu'il n'y a pas eu de subrogation pour le règlement, puisqu'il n'est pas intervenu. Mais en tout cas, c'est important aussi de préciser qu'on a la possibilité de le conserver au sein de l'entreprise. Voilà. Mireille, de ton côté expérience, est-ce que c'est plutôt toi qui as géré ou plutôt l'assureur ou comme dit Philippe, voilà, les deux parce que ça aide? Alors, j'allais dire qu'il y a sauf l'impayé qui est dû au risque pays et qui là est plutôt subi par notre client. Voilà. Donc, celui-là, je le mettrai à part. Pour tous les autres, en ce qui concerne un impayé de type insolvability commerciale, on essaie d'abord de limiter l'impact. C'est-à-dire, en fait, c'est une attitude tout à fait risk management. On se dit, bon, la créance est à 500 000 euros, est-ce que déjà, il y a moyen de diminuer ce montant? Alors, pas de façon artificielle, hein, je vous rassure, mais vous voyez, par exemple, une clause de réserve de propriété nous permet de récupérer des stocks. Voilà. Si on est en litige avec le client. Si on s'entend très bien avec le client, de son propre chef, s'il a des difficultés, il va nous dire, voilà, moi j'ai tant de produits encore dans mon magasin, est-ce que vous voulez les reprendre? Et du coup, la créance qu'il faisait au départ, 500 000, va peut-être plus en faire que 300. Bon, c'est toujours 200 000 de gagner. Voilà. Donc oui, on essaye de faire ça. Ensuite, on tient toujours compte de la raison profonde de l'impayé. C'est-à-dire qu'un client, quelquefois, enfin, c'est assez courant, dans certains secteurs géographiques, il y a des sécheresses terribles. Nous, on est sur le secteur de l'élevage. Hein. Bien sûr, on soigne les animaux de compagnie, chiens, chats, mais pas que. On fait surtout les produits, les vaccins et les médicaments pour les animaux de rente. Et du coup, en Afrique, par exemple, une période de sécheresse dramatique fait que les clients ne reçoivent plus eux-mêmes l'argent des éleveurs, d'accord, et du coup, nos distributeurs ne peuvent plus nous payer. Bon, donc c'est une situation, j'allais dire, temporaire, grave, certes, mais temporaire. Ça veut dire que si on accompagne bien le client, il s'en remettra peut-être. Voilà. Et l'intérêt de tout le monde, c'est pas de tuer le client, effectivement. C'était dit il y a quelques minutes, notre intérêt, c'est quand même de continuer de travailler. Et puis on a des partenariats avec nos clients depuis 20 ans, 30 ans, voire plus. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison qu'on les laisse tomber. D'autant plus que quand on parle d'animaux d'élevage, ça veut dire que ce sont des villages entiers qui ne mangeront plus. Hein. Donc, vous voyez, il y a une conséquence directe sur l'être humain aussi. Il n'y a pas que l'animal, il y a aussi l'être humain au final. Voilà. Donc, on essaie toujours de trouver ces solutions. Et puis ensuite, à un moment donné, quand on a fini, qu'on a utilisé toutes les solutions à notre disposition, effectivement, ben là, on se retourne vers l'assureur crédit pour dire, bon, comment est-ce que vous pouvez nous aider aussi voilà. Et là, on discute, parce qu'il y a aussi des idées qui viennent de l'assureur crédit, il y a aussi des informations. Et puis, à un moment donné, ben, on va laisser la créance. Si vraiment on peut pas recouvrer, collecter de nous-mêmes et qu'on n'a pas de solution amiable, bon, ben, à un moment donné, il y aura indemnité et forcément un recours ensuite de l'assureur vis-à-vis de notre client. Mais ça, bon, ça nous est arrivé quelquefois, assez rarement, voilà. Mais ça nous est quand même arrivé. Voilà. Faut pas se dire que ça n'arrive jamais quand même. Voilà. Merci Mireille. Donc avant d'ouvrir aux questions, peut-être Philippe, tu peux nous planter un petit peu le décor de comment se trouve le marché de l'assurance crédit et comment justement ces influences, la géopolitique en ce moment, ça bouge beaucoup, une influence sur cette assurance. En introduction de cette table ronde, on disait que c'était un marché qui avait quand même peu évolué et qui manquait de capacité lorsqu'il y avait des grosses crises. Pour mémoire, c'est un marché qui a
qui a presque 100 ans maintenant, dans 7-8 ans, je crois on fêtera les 100 ans à peu près de ce marché. Donc c'est pas un marché nouveau, hein, c'est pas une innovation qu'on est en train d'exprimer ce matin, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau, c'est déjà un marché très structuré, puisqu'on l'a dit, il est oligopolistique. Maintenant, il a manqué d'innovation dans les produits. Pour autant, je pense qu'on est quand même à un tournant. Il va y avoir d'autres évolutions de marché. D'abord, les évolutions, elles sont de l'internationalisation des groupes et qui se poursuivent et qui s'amplifient. Et donc, je pense que c'est vraiment un sujet qui justifie les besoins de capacité dans des pays, que ce soit en OCDE, hors OCDE, donc avec des problématiques de risque pays, des conséquences du risque climatique sur aussi ces pays et donc par ricochet sur les acheteurs, les problématiques d'aide des États, des États, puisque vous avez vu le niveau d'endettement aujourd'hui, il est à un niveau stratosphérique et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les remontées de taux d'intérêt au niveau de la Fed et des grands argentiers mondiaux, c'est des conséquences sur les dettes des États sur les pays qui sont les plus endettés, donc les pays émergents. Donc ça va avoir des conséquences sur la raréfaction du crédit, donc sur le crédit court terme. Ça veut dire que les entreprises vont avoir quand même beaucoup plus de mal à faire face à leurs engagements. Les contraintes prudentielles qui sont de plus en plus fortes. Donc les contraintes prudentielles au niveau du marché, à la fois marché français, mais marché européen, les agréments, les wordings locaux, les législations de plus en plus fermées, tous les sujets que vous maîtrisez parfaitement dans le risk management, puisque vous y êtes déjà habitué d'un point de vue de ces problématiques juridiques. Puis on se rend compte que c'est un marché qui était très fermé. Je vois quelques regards dans la salle qui me l'ont déjà largement exprimé depuis 25 ans maintenant que je pratique ce marché. Quid de la coassurance sur ce marché ? Elle n'existe pas parce que les acteurs n'y étaient pas ouverts, mais c'est quelque chose qui va devoir évoluer. Quid de l'intervention des captifs dans une réglementation française qui va évoluer, et on l'espère positivement, après l'élection présidentielle. Donc c'est aussi un sujet qu'il va falloir faire évoluer, et qui mieux que les risques managers qui sont habitués aujourd'hui à ces problématiques de coas, d'intervention de captives, de réglementation locale, d'agrément, etc., peuvent aussi nous aider à les soutenir. Et puis la digitalisation des rapports, j'ai entendu pas mal Mireille parler de son ERP, c'est aussi un sujet, puisque aujourd'hui la structuration des groupes avec leurs ERP fait que les assureurs crédits qui ont énormément de données peuvent aussi largement intégrer ces problématiques. Ils le font, donc il y a pas, c'est pas qu'ils ne font rien, mais au contraire, ils le font, et c'est quelque chose qui est en train de largement évoluer. Et puis dans tous les métiers que vous pouvez pratiquer, même en B2B, il y a une évolution majeure, c'est l'évolution de la distribution, donc l'omnicanal. Donc ce sujet-là est fondamental, puisque aujourd'hui, comment on va traiter l'omnicanal en B2B à travers des sites marchands qui peuvent être B2B, donc c'est vraiment aussi c'est trouver les réponses à cette digitalisation, à cette évolution de la distribution, de e-commerce. Et puis, quelle réponse sécurisée on doit apporter à travers les assureurs crédits qui ont des réponses totales, partielles, comment on peut les aider, comment on peut aider nos clients. Et je pense que ça, c'est vraiment des enjeux majeurs, parce qu'on soit dans les produits vétérinaires, des produits de luxe, des produits... En tout cas, il y a de nouveaux réseaux de distribution. Et donc, qui dit nouveau réseau de distribution, on n'a pas l'antériorité de la relation commerciale, on n'a pas cet historique qu'on évoquait. On est où va-t-on livrer le produit, donc ça veut dire que la problématique du risque pays, la problématique de fraude. Donc il y a un univers, mais en tout cas encore devant nous, mais en tout cas les risques managers qui sont souvent peut-être gênés avec la chose financière, parce que l'assurance crédit est entre le directeur financier et le directeur juridique. Je pense qu'il y a vraiment de quoi à la fois s'amuser, se faire plaisir dans un métier passionnant pour justement y trouver de nouvelles voies à expérimenter. Voilà. Mireille, Frédéric, peut-être. Non, je confirme, les assureurs crédits sont, en tout cas certains, l'AMS notamment, est très
très en avance malgré tout et très porté sur l'innovation par rapport à tous ces nouveaux canaux de distribution sur les plateformes, que ce soit des produits pour assurer des plateformes, les sites marchands, les adhérents des plateformes, que ce soit pour réfléchir à des solutions avec du financement. Sur cette omnicanalité dont parlait Philippe, ce qui est vraiment très important et ce qu'on voit qui est on le voit aussi avec les licornes et avec ces levées de millions, c'est que tout est lié aux moyens de paiement. Et qui dit moyen de paiement, avec tout ce qui va autour, il y a un moment où l'assurance crédit, le risk management, le risk manager a son rôle à jouer. Avez-vous des questions? Mireille, vous vouliez poursuivre ou compléter? Non, écoutez, je pense que vous avez dit l'essentiel, Frédéric et Philippe. Non, juste, vous avez raison, en fait, les marchés vont évoluer, les risques aussi. Et en fait, l'assurance crédit, il faut la considérer comme un autre risque. En fait, il faut toujours raisonner global, je pense. Avant tout, pour un risk manager, c'est quand même sa mission, c'est de raisonner globalement. Vous avez parlé effectivement de risques associés à la fraude. Vous voyez, par exemple, sur le e-commerce, oui, bien sûr. Ne pas oublier qu'on a le risque cyber, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête régulièrement. Quand on parle de connecter les outils, vous voyez, transférer des datas, par exemple, de l'assureur crédit à l'assuré, oui, mais comment s'assurer que ce transfert se fera sans aucun risque, enfin, etc., etc. Donc, finalement, c'est très complexe, tout ça, vraiment très, très complexe. Il faut avoir une vision vraiment globale, quoi, des choses. Je pense qu'il faut vraiment qu'on garde ça en tête. Oui, c'est passionnant. Et puis, bon, on a essayé de toucher pas mal de sujets ce matin. Nous avons notre première question, il me semble, Anne-Marie. Je vois que tu as le micro, en tout cas. J'ai le micro, je tiens le pouvoir. Non, vous avez parlé tout à l'heure de comparaison avec les marchés des risques d'assurance industriels. Je voudrais souligner, et ça rejoint aussi peut-être des idées d'innovation auxquelles il faudrait penser, que quand on a une tempête qui arrive, l'assureur ne résilie pas la couverture. Et il a accepté, en début d'année, qu'il y aurait des tempêtes. Et il a accepté en début d'année que le risque n'allait pas rester stable selon la vision qu'il a eue à un instant T, qui est la vision qu'on lui donne quand il va souscrire, mais qu'il allait évoluer dans l'année. Et ça fait partie de sa prise de risque. C'est même sa seule raison d'être. Et là, je trouve que dans l'assurance crédit, il manque cette stabilité de couverture. Et vous savez, la stabilité dans le monde financier, c'est le luxe suprême. Et donc, ça, c'est vraiment le hic. Le hic, c'est que vous partez avec un client, vous commencez à le prospecter, vous allez travailler, vous allez avoir des commandes. Et le jour où vous allez y aller, alors que dans la prospection, on vous a dit que ce n'était pas un mauvais client, eh ben, vous n'aurez pas de garantie parce qu'il y aura eu, je ne sais pas quel événement entre-temps, ou perception de l'assureur, ou simplement que l'assureur a déjà engagé toutes ses capacités sur ce client-là et qu'il n'en a plus pour vous. Donc, ce manque de stabilité, pas à long terme, sur une année, c'est un énorme handicap. Frédéric, oui. Alors, le fait d'avoir des limites, enfin en tout cas une couverture qui ne bouge pas, ça, ce qu'on appelle du non-cancelable ou une limite fixe dans le temps. Des solutions beaucoup plus chères, à des niveaux très élevés, etc. Mais c'est pas ça. L'essence de l'assurance, c'est de prendre le risque. C'est au niveau le plus bas et au moment où on en a besoin. On peut toujours acheter effectivement des garanties non-cancelable, mais on sait qu'elles fonctionnent différemment, disons. Le non-cancelable fait partie de l'assurance crédit. C'est un vrai problème. Le seul élément, c'est que pour avoir des garanties stables dans le temps, le prix du risque est différent. Et aujourd'hui, l'assurance crédit, c'est un peu vu comme une commodité. Donc, on a une énorme disconnexion entre le risque qu'on porte et le prix qui est payé en face. Donc, tout est possible. Le marché aujourd'hui n'est pas prêt, et ça s'entend, à payer un risque pour des garanties qui ne bougent pas de l'année, enfin de janvier au mois de décembre, sur 12 mois. Si, l'offre existe. L'offre existe.
l'offre existe. L'offre existe. En Philippe, fait, il y a Non, mais oui, Philippe, je voudrais juste préciser un élément. Ouais. Vous avez raison, Anne-Marie, de préciser que lorsque il y a la tempête, l'assureur ne s'est pas désengagé de son risque et de son exposition. On est d'accord. Néanmoins, on n'a pas demandé aussi de garder les volets ouverts quand il y a, ou les fenêtres ouvertes s'il y a une grosse tempête. Absolument, c'est exactement. Voilà. Donc là, il y a aussi l'assureur crédit vous dit pas qu'il faut pas y aller. Il y a un moment donné, il y a un problème, il y a une problématique d'adéquation du prix au risque si on a une limite qui est figée dans le temps. Aujourd'hui, le business model, et on l'a beaucoup évoqué avec les pouvoirs publics à l'occasion de la crise Covid qui vient d'avoir lieu en 2020, puisque il y a une mission d'information, il y a une inspection générale des finances sur le métier, et j'ai beaucoup participé avec ces différents acteurs justement à l'analyse de la situation pour voir comment on pourrait être en mesure d'apporter un peu plus de sécurité juridique, puisque ce que vous exprimez, c'est d'apporter de la sécurité juridique dans un contexte où on a de la volatilité, des limites de crédit qui ne permettent pas de donner au risk management ou à la direction financière des entreprises de la visibilité sur le sujet. C'est très compliqué, voilà. Et aujourd'hui, pour autant, hormis un cadre contractuel et conventionnel entre l'assureur crédit et son client, il est très difficile de devoir réguler encore plus le sujet, parce que plus on va réguler, comme ceux qui ont essayé de réguler pour dire on n'a pas besoin de transmettre les données d'information financières aux assureurs crédit, le problème c'est qu'il n'y a pas de bras, pas de chocolat, quoi. C'est-à-dire que tu n'as plus les données financières, il n'y aura plus la limite de crédit que tu aurais pu avoir si tu avais donné tes données financières. Ben là, c'est un peu la même chose. Si on régule le marché, le problème, c'est qu'on risque d'en avoir moins, en fait, de couverture. Donc, je pense que vraiment, le sujet, c'est oui, il existe des limites qui peuvent être avec des systèmes de préavis plus longs, hein, en tout cas, ça existe, même au premier euro. Après, c'est une question de prix aussi, ou en tout cas, peut-être et c'est là où je pense qu'il y a un enjeu pour le risk management, parce qu'il faut qu'on arrête de se dire dans ce marché que celui qui sait, c'est l'assureur crédit. Celui qui sait, c'est pas l'assureur crédit, c'est vraiment l'entreprise. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. On se connaît. Aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas cru. Comment ? C'est l'assureur qui a raison, effectivement, comme vous dites. Parce on l'a dit tout à l'heure, on est face aussi. Avec un client et qu'il a toujours très bien payé, que tout s'est très bien passé, qu'on a une confiance folle parce que de toute façon on a des accords, etc. Ou qu'on a des déposits, ou qu'on a X processus ou des clauses de réserve de propriété, X clauses qui font qu'on est sûr de notre coût, on n'aura jamais raison vis-à-vis de l'assureur. Après, je voudrais vraiment insister sur le fait que l'assureur incendie et événements naturels, etc., il sait qu'il va y avoir des tempêtes dans l'année. Il le sait. Il sait que même qu'il y aura des gros ouragans avec grosse intensité. C'est sûr que c'est un fonctionnement un petit peu différent. Oui, mais moi je trouve que si vous voulez aller vers le fonctionnement des assurances IRD, allez jusqu'au bout. Non, c'est ça le sujet. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu assez aussi d'expertise mis en face des assureurs crédits sur ce sujet de prévention et de comment on peut structurer la prévention à leur côté et pas en opposition à eux. C'est là où je pense que les risques managers, puisque là on est justement devant une assemblée de l'AMRAE, pas des directeurs financiers. Donc en l'occurrence, c'est vraiment aussi on va dire à votre association de saisir du sujet pour se dire comment on peut le structurer d'une manière où, justement, la prévention n'est pas qu'une prévention assurée par les assureurs crédits. Mireille l'a exprimé tout à l'heure. C'est un outil parmi d'autres. Et peut-être que pour ceux qui ont vraiment envie de transférer le risque, il faut avoir une approche qui est différente de celle, on va dire, de l'orthodoxie habituelle de ce métier. Voilà. Et on espère que ce matin, ça vous a donné envie justement de vous impliquer dans la gestion du risque client. Alors, voilà, il est quasi 30, à moins que quelqu'un ait vraiment une question. Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure dans un des slides l'optimisation de la trésorerie. Est-ce que vous pouvez développer un peu ? Est-ce que ça va jusqu'à, par exemple, l'avance de fonds, ou est-ce que vous travaillez aussi
aussi avec des partenaires qui vont acheter des créances douteuses pour améliorer le bilan de l'entreprise. Vous développez ça? Je vous avoue qu'on avait fait un arbitrage ce matin. On avait fait un arbitrage en préparant cette réunion. C'est qu'on s'est dit, si on les emmène sur les financements et la gestion de trésorerie, compte tenu de la nature de nos interlocuteurs, qui sont plutôt sur le transfert de risque, sur la culture assurantielle, on aurait peut-être perdu un peu beaucoup de monde. Maintenant, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, le mécanisme d'assurance-crédit, à la fois à travers des délégations de droits aux indemnités ou des mécanismes de financement des consolidants, peuvent apporter énormément de choses dans le cadre du mécanisme, dans le cadre en tout cas du financement des entreprises, de l'optimisation de ces financements, soit à travers, parce que le banquier va savoir qu'il y a un contrat d'assurance-crédit, et donc ça va permettre d'avoir des taux inférieurs. Et puis, on a aussi d'autres mécanismes de financement, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, voire de grands groupes, qui ont envie on va dire, de transférer les créances. Donc, il y a différents mécanismes qui existent, de la facturage ou d'autres mécanismes de cession de créances, qui vont permettre aussi d'optimiser le poste client. Mais là, on est dans une logique qui n'est pas une logique d'assurance pure. On est dans une logique de financement, voire d'optimisation de ces présentations de bilan. Donc, ce qu'on appelle du window dressing. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais si Frédéric veut compléter. Non, effectivement, on pourrait en reparler. Ça pourrait faire l'objet d'une table ronde. Une autre table ronde, voilà. Si vous voulez. On est, voilà, l'assurance crédit rentre dans le... Oui, ça mériterait. Ça mettrait encore plus en valeur l'assurance crédit et toutes ses ramifications. Parce que quand on sait que les entreprises ne font payer que pour une seule raison, elles manquent de trésorerie, tout ce qui touche ce point-là est clé. Donc merci pour cet atelier, parce que je considère que l'assurance crédit devrait être encore plus en valeur. Sachant qu'aujourd'hui, vous devez appréhender qu'à la fois ce préfinancement de ce risque de contrepartie, en tout cas de ce crédit interentreprise, c'est un vrai levier, on va dire, de croissance sur le marché de l'assurance crédit et pour les assureurs crédit. Et les mécanismes de financement des consolidants portent très clairement la croissance aujourd'hui du métier des assureurs crédit, puisqu'ils viennent quand même sécuriser celui qui a racheté la créance en tant que tel. Donc, c'est un vrai sujet aussi qui montre que c'est un marché qui évolue énormément. Voilà, ce sera pour la prochaine fois. N'oubliez pas de le mettre quand vous allez remplir l'évaluation. Comme ça, il y aura un atelier. Je pense que tous les ans, ça mérite vraiment un atelier sur tout ce côté-là, financement, d'autres outils. Parce que le monde évolue énormément. Et merci à Hélène de l'avoir porté au titre de la Mireille. Oui. Merci à vous. Et merci Mireille aussi. Oui. Merci à Mireille. Merci. Bonsoir. Et Merci bon, Mireille. Mireille, bonne continuation. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Bonne journée.